Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue de ce soir s'intéresse au partenariat public-privé mis en place avec l'appui de la société civile pour l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'eau et l'agriculture. Pour certains responsables d'ONG, le partenariat public-privé contribue à l'établissement d'une relation de confiance et de communication. Ils estiment qu'il permet également d'apporter de profonds changements de gouvernance dans une commune. Alors, comment se porte le partenariat public-privé au Mali? La population bénéficie-t-elle de ce partenariat? Comment peut-on réussir ce challenge? Nos invités, Abdul Kadri Zeinou, directeur de l'ONG Cabinet Réflexion Action pour le développement endogène, CRAD, et Seydou Togola, premier adjoint au maire de Sanso, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste qui doit nous rejoindre d'un moment à l'autre, et Dr Ali Tunkara, sociologue. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, comme je l'ai dit, ce soir, nous allons parler de comment réussir un partenariat public-privé au bénéfice de la population. Nos invités, ils sont au nombre de 3 pour le moment et 4 bientôt. Alors, docteur Ali Tunkara, vous êtes sociologue. Comment se porte le partenariat public-privé au Mali? Bon, le partenariat public-privé au Mali dépend de la lecture qu'on a du partenariat. Il faut quand même noter d'emblée que c'est un partenariat qui est indispensable pour le fonctionnement d'une économie. Si vous regardez dans les sociétés dites économiquement avancées, notamment les États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres pays, vous allez vous rendre compte que l'État à lui seul n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes sociales. Donc un partenariat avec les particuliers est une nécessité. Mais dans le contexte malien, si vous regardez un peu, vous avez quand même des localités jusqu'ici qui ont du mal à accéder à l'éducation, qui ont même du mal à avoir de l'eau potable. Vous avez des localités où les couvertures sanitaires posent de sérieuses difficultés. Donc vous voyez que tous ces défis qui se posent à un État qui est pour difficultés financières, le partenariat avec le privé est indispensable. Mais sauf que peut-être qu'on va en parler davantage, ce qui reste à déplorer dans le contexte malien, c'est la lisibilité. Est-ce que concrètement, les populations qui sont les premières bénéficiaires de ces partenariats sont elles-mêmes conscientes qu'il y a effectivement un pont entre l'État et ces particuliers qui interviennent dans les différents domaines? Monsieur Seydou Togola, vous êtes le premier adjoint au maire de Sanso. Parlez-nous de ce partenariat public-privé au niveau de votre localité. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien dans la mesure où nous pensons que s'il n'y avait pas le partenariat public-privé, on se demandera comment les communes vont se développer. Aujourd'hui, à tous les niveaux, dans tous les domaines, nous développons à partir de partenariats public-privé. Il n'y a aucun domaine aujourd'hui où il n'y a pas ces partenariats. Tout ne pourrait pas se laisser à l'État. Au point de vue éducation, santé, aujourd'hui, même la communication, comme le docteur vient de le dire, aujourd'hui, sans partenariat public-privé, le développement de la commune est très très difficile. Donc ça, aujourd'hui, c'est vrai, la traçabilité, ça pose problème, mais ça existe. Et c'est à travers ça que nous, au niveau des communes, on se développe. Ouais. Alors, Monsieur Abdul Kadri Zeinou, vous êtes directeur d'une ONG, c'est-à-dire privée. Alors, comment se porte le partenariat entre vous et l'État? Bon, le partenariat public-privé, comme les gens l'ont dit, entre nous et l'État, ça se passe bien. Parce que pour être une organisation non gouvernementale malienne, il faut être reconnu par l'État. Donc c'est extrêmement important. Quoi qu'il en dise, l'État est incontournable dans ce processus, dans nos actions. Maintenant, le partenariat public-privé, tout ce que nous mobilisons aussi, c'est à travers l'État. Parce que la plupart des actions que nous menons, il faut que l'État existe, il faut que ce soit un État qui assure ses fonctions régaliennes pour que les autres acteurs viennent en appui, en accompagnement. Donc l'État est indispensable dans le mécanisme de fonctionnement du partenariat public-privé. Bon, en ce qui concerne ce qui se passe, bon, je pense que je suis là à titre d'un témoignage, d'une expérience que nous avons vécue dans la commune rurale de Sanso, dans le cercle de Bougouni et de la région de Sikasso. Je crois qu'on aura l'opportunité d'en discuter, les enjeux, les forces, les faiblesses, ce qu'il faut renforcer, etc. Et ça peut être un modèle qu'on peut dupliquer un peu partout, parce que le partenariat public-privé
peut être vécu, c'est un modèle de développement qui peut être vécu partout. Quelle qu'en soit la taille démographique, géographique de localité, un partenariat public-privé peut bel et bien se développer et se mettre en marche. Alors, vous avez parlé des enjeux. Quels sont les enjeux de ce partenariat public-privé au Mali? Les enjeux du partenariat public-privé, d'abord, il faut que les acteurs qui concourent à la mise en œuvre, à la dynamique du partenariat, il faut que ces enjeux existent. L'État est là, à travers les services déconcentrés de l'État. Il y a l'administration, il y a les services déconcentrés de l'éducation, les services déconcentrés de l'hygiène, de l'assainissement, les services déconcentrés de la santé. Il faudrait aussi que les municipalités jouent un rôle extrêmement important. Je crois que c'est un mécanisme mis en place qui est irréversible. Partout, nous avons des municipalités, les communes qui sont mises en place et qui ont un rôle de promotion du développement économique, social à la base. Je crois que c'est extrêmement intéressant. Ils ont leur PDSEC et ce PDSEC est conçu à travers un partenariat public-privé. Il faudrait aussi qu'il y ait les privés. Les privés, il y en a beaucoup. Nous, nous sommes privés en tant qu'organisation de la société civile in ONG, mais il y a aussi les privés purs durs qui sont à la recherche du profit, par exemple les structures minières, par exemple les structures privées qui font les routes, etc. Donc il faudrait quand même que tous ces acteurs qui sont là et qui se fassent confiance et qui communiquent et qui dialoguent autour d'une vision. La vision, c'est comment nous pouvons impulser, accompagner l'État dans le processus de développement d'une commune, d'un cercle ou d'une région bien déterminée. Ça, c'est un jeu extrêmement important. Que ce soit des gens qui se connaissent, des gens qui acceptent de dialoguer, des gens qui se font et qui ont un ancrage institutionnel dans la communauté. Vous ne pouvez pas être une organisation qui n'est pas connue par la communauté et venir. Ça peut se faire, mais c'est peut-être difficile parce que vous n'avez pas les mécanismes communautaires qui déclenchent ce processus. Donc il faudrait que vous soyez accepté. Bon, les autres formes de privés aussi, c'est la même chose, etc. Donc je pense que ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Bienvenue au docteur Etienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche et d'action politique, sociale et économique CRAPES. Alors, nous étions tout de suite en train de parler de l'état du partenariat public-privé au Mali. Vous, comment pensez-vous que ça se porte au Mali ? Je pense que c'est un secteur qui commence à avoir de l'essor parce que, compte tenu des problèmes de liquidité que l'État rencontre aujourd'hui au niveau national, compte tenu également de toutes les difficultés en termes de lourdeur administrative que nous rencontrons, mais aussi la question toujours de la mobilisation des fonds, font qu'aujourd'hui, on a recours à ce moyen alternatif de financement de l'économie qu'est le partenariat public-privé. Donc, il faut surtout mettre tout ça dans le cadre du développement économique, des nouveaux types de développement économique que les pays sont en train d'expérimenter, tant au niveau national qu'au niveau local. Aujourd'hui, c'est surtout, de mon point de vue, j'espère qu'on va en parler, c'est surtout au niveau local qu'il faut mettre l'accent sur ce type de partenariat, parce qu'au niveau national, quel que soit le mécanisme que vous mettez en place, il y a toujours la question de la corruption qui va se poser, il y a toujours la question des priorités au niveau national qui vont se poser. Donc oui, c'est un moyen de financement qui prend de l'ampleur, qu'il faut encourager et qu'il faut surtout soutenir dans le contexte actuel de crise économique que nous connaissons. Est-ce que l'État a bien compris la nécessité de ce partenariat, de la promotion de ce partenariat public-privé au Mali ? Depuis 2 ans, je crois que oui, parce qu'il y a même une loi qui a été votée l'année dernière pour justement encadrer le partenariat public-privé dans notre pays. Maintenant, une chose est de voter toujours les lois, une autre est de pouvoir suivre véritablement l'application de ces lois. Et c'est surtout au niveau de l'application que nous avons des difficultés, parce que les acteurs qui ont en charge la mise en œuvre des programmes PPP n'ont pas eux-mêmes compris comment tout cela se matérialise. Et surtout, dans les cadres aujourd'hui qui sont dans ce système n'ont pas pu bénéficier dans leur cursus scolaire ou universitaire une formation adéquate dans ce sens. Je vous donne simplement l'exemple des logements sociaux qui avaient été financés ou d'ailleurs qui sont toujours financés par ce type de partenariat, une partie en tout cas.
où l'État avait consenti d'énormes efforts à destination du secteur privé pour leur permettre de construire des logements sociaux. Mais sur les 108 conventions qui ont été signées avec les partenaires, plus de 70 ont été annulées à la dernière minute parce que tout simplement les entreprises qui ont même bénéficié de ce type de partenariat n'existaient même pas. Ils n'existaient que sur papier. Donc il y a toujours cette difficulté-là de savoir, pour l'État en tout cas, avec qui il faut aller vers ce type de partenariat. Quelle crédibilité accorder à ces gens-là. Il y a d'autres aussi qui ont bénéficié d'exonérations, toujours dans le cadre du partenariat public-privé, mais qui ont utilisé ces exonérations pour d'autres fins. Donc vous voyez que encore une fois, c'est toute la difficulté de l'encadrement de ce type de partenariat qui pose problème encore. Docteur Ali Tounkara, d'autres difficultés liées à ce partenariat public-privé? Oui, certainement, comme l'a évoqué Dr Sissoko. En réalité, si vous regardez un peu dans les régions dites nord, même au centre, où je suis régulièrement dans ces différentes localités, vous allez vous rendre compte que la défiance de l'État, elle apparaît clairement. Vous avez des structures privées qui interviennent dans tous les domaines confondus, mais lesquelles structures donnent même cette impression de se substituer à l'État. Vous prenez beaucoup de ces localités où l'État a du mal à s'installer, mais ces structures, justement, arrivent à se substituer à ces fonctions régaliennes. Donc c'est pour vous dire que, quelle que soit la beauté des textes, si l'État ne joue pas ce rôle aussi de régulation, voire du contrôle, il va être très difficile que les partenariats publics-privés, que les populations arrivent à en bénéficier. Vous prenez l'éducation, vous prenez le domaine de la santé, vous allez vous rendre compte quand même que l'État n'a pas assez de lisibilité quant aux actions qui sont menées ça et là. Cette absence ou ce manque de lisibilité de la part du pouvoir central de Bamako pose d'énormes difficultés d'ailleurs, à tel enseigne que beaucoup d'analystes vous diront que la recrudescence même de l'insécurité dans certaines localités serait même liée à une présence aussi prolongée de ces acteurs privés. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas crier, si vous voulez, à la victoire, parce que de plus en plus, nous avons des ONG, des organisations de la société civile qui remplissent des fonctions liées à l'éducation, à la santé, même à l'élevage. Mais sauf que c'est remplissage des fonctions d'une manière aussi met l'État en difficulté en réalité, parce que ce sont des fonctions qui doivent être déjà remplies par l'État. Mais lorsque nous avons en face d'un État qui éprouve tant de difficultés financières, ça on les reconnaît, mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas aussi être un gage pour les structures privées de rendre l'État en difficulté, parce que vous avez des gouverneurs, des préfets qui sont très peu écoutés dans les zones en conflit. Ce sont plutôt les ONG qui sont très écoutés, ce sont même les ONG qui servent même une sorte de pont entre l'État et les groupes armés. Donc vous conviendrez avec moi que lorsque le partenariat n'est pas bien ficelé, notamment avec des institutions fortes, il va de soi que nous conduisons avec des dérives qui pourraient très coûteuse pour un État défaillant. Seydou Togola, vous êtes premier adjoint au maire de Sanso. Est-ce que vous partagez l'avis du docteur Ali Tounkara? Je ne le contredis pas, mais je crois qu'aujourd'hui, au Mali, il y a 2 ou 3 zones. La zone sud où je suis aujourd'hui, dans ma commune, les ONG, ils ne perdurent pas. Ils ne perdurent pas jusqu'à se confondre à l'État. Mais ils sont là. Et même, nous, on considère que pour remonter l'existence de ces ONG, il faut l'administration à la base qui remonte, qui fait monter les nouvelles. Sinon que aujourd'hui, chez nous, dans ma commune, franchement, il faut obligatoirement les ONG. Il faut obligatoirement le partenariat. Tout ce que nous développons aujourd'hui, c'est à partir du partenariat. L'État, c'est vrai, ça est là, mais l'État, on sait quels sont les secteurs que l'État a dévolus. Évidemment, aussi sans le moyen. Donc franchement, aujourd'hui, pour se développer, il faut forcément l'existence des ONG. Okay. Abdoul Kadri Zeynou, vous êtes directeur d'une ONG. Pourquoi les ONG se substituent à l'État, comme le pense M. Tounkara? Non, je pense non, pas du tout. Je le dis haut et fort, avec toutes les convictions, aucune ONG ne se substitue à l'État. Je crois que les fonctions de l'État sont claires. Et je crois que les fonctions des ONG et les domaines d'intervention sont clairs. Donc, encore une fois de plus, aucune ONG, qu'elle soit nationale ou internationale, ne substitue à l'État. Les ONG viennent en appui, en accompagnement. Et encore,
dans des zones très reculées, dans des zones extrêmement difficiles, où l'État en tant que tel peut avoir très peu de possibilités à intervenir et à répondre avec efficacité pour soulager les souffrances. Mais comme Dr Sissoko l'a dit, ça c'est sur les textes, mais concernant l'application, est-ce que réellement elles ne le font pas, les ONG, se substituer à l'État? Non, les ONG ne se substituent pas à l'État, pas du tout. Je l'ai dit haut et fort, les ONG, parce que se substituer à l'État, c'est remplacer l'État. On ne peut pas remplacer l'État. Par exemple, le docteur l'a dit, il était au nord. Moi, je suis du nord. Je suis de la région de Gao et du cercle de Bourem. Effectivement, avec le phénomène que nous vivons, l'État peut avoir des difficultés pour être présent à travers des services déconcentrés tels que les préfets, les sous-préfets, les juges, etc. Peut avoir ça. Les ONG y vont. Et la difficulté, les gens qui viennent, qui font tout ça, là, c'est vis-à-vis de l'État par rapport à d'autres pratiques que nous ne sommes pas. Et nous sommes de la communauté. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois que ce qui peut être aussi, que les ONG sont bien écoutées, c'est que la plupart des ONG sont dans des communautés dont elles ont un ancrage. Elles sont dans des communautés où elles sont connues. Elles ont des communautés où il y a des mécanismes de partenariat. Bien avant que le vocable partenariat public-privé ne soit en vogue et que ce soit un modèle bien apprécié actuellement, toutes nos interventions sont basées sur le partenariat public-privé. Donc, encore une fois de plus, on ne se substitue pas à l'État. Nous accompagnons les programmes déconcentrés de l'État. L'État, c'est les macros, etc., qui sont décentralisés. Effectivement, dans la mise en œuvre des actions décentralisées, au niveau national, ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a le manque d'insuffisance de ressources financières. Il y a l'insuffisance des ressources humaines. Et il y a aussi la lourdeur. Et il y a aussi souvent les fonds qui ne viennent pas au moment où ça peut venir. Il y a aussi souvent les mauvaises utilisations. Et je pense que nous, en tant qu'ONG nationale, je ne dis pas qu'on n'a pas suffisamment de ressources, mais généralement, à 90%, ce qui est annoncé s'exécute conformément aux règles de l'art, parce que nous avons des partenaires, en tout cas les ONG nationales, nous avons des partenaires techniques et financiers, nous avons aussi l'État, nous avons aussi les communautés qui nous suivent. Voilà. Donc, Docteur Sissoko, vous, que pensez-vous de ces risques par rapport au partenariat public-privé évoqué par Dr Tunkara? Moi, je crois que ce serait un peu trop dit de dire qu'il n'y a pas de collision souvent entre l'État et les ONG sur un certain nombre de secteurs. Je ne serai pas aussi formel que docteur, mais il est clair aujourd'hui qu'il y a certaines localités où l'omniprésence des ONG fait que l'État a un rôle beaucoup plus restreint à jouer. Mais pour moi, ce n'est même pas un problème que cela puisse arriver, parce que l'objectif justement, c'est d'aller vers cela. C'est de faire en sorte que là où l'État n'a pas les moyens d'agir, ou n'a pas le temps d'agir, ou n'a pas pour priorité d'agir, que les ONG, pas que les ONG, mais les entreprises privées également, le secteur privé de façon générale, puissent prendre le relais. Et en ce moment, développer un autre cadre de partenariat où l'État peut venir en appoint de ces... Mais est-ce que cela ne peut pas être un autre risque au moment où les populations peuvent se dire que l'État ne s'intéresse pas à eux, qui sont gérés? Non, pas du tout, parce que le tout se fait justement sous la coupole de l'État. Quand vous prenez par exemple une infrastructure d'envergure nationale qui coûte près de 600 milliards de francs CFA, vous voyez qu'aujourd'hui, avec une telle entreprise, l'État, avec un tel projet, l'État a deux sinon trois moyens. C'est de financer lui-même sur le budget national ce projet-là, ce qui est quasiment impossible, soit de recourir à l'emprunt obligataire sur le marché international et de le faire, soit de le confier à une entreprise privée dont les capacités financières sont suffisantes pour faire face à ce projet-là. Et l'État, derrière, met en place un mécanisme de remboursement de ce partenaire-là. Cela peut être vrai dans le cas d'un pont, d'un barrage ou même des logements sociaux comme on en parlait tout à l'heure, comme ça peut être le cas de petites unités, des petites infrastructures au niveau de nos localités les plus éloignées. Donc je crois qu'il faut
il faut être patient et donner toute la chance à ce type de partenariat que nous sommes en train de vivre. Mais encore une fois, c'est la crédibilité de l'État qui fera que ça marchera ou pas. Lorsque vous avez un État avec des agents qui sont corrompus jusqu'à la moelle, lorsque vous avez des gens qui font exprès d'entraîner une lourdeur administrative pour justement tirer profit de cela, vous voyez qu'il est très difficile de pouvoir faire prospérer un tel mécanisme. Sinon, en soi, qu'il y ait collusion ou pas, pour moi, ce n'est pas véritablement un grand souci. Vous avez déjà abordé le sujet, on va vous laisser le développer. Quels sont les avantages de ce partenariat public-privé pour le pays? Je l'ai dit, d'abord, le premier aspect, c'est que ça permet à l'État de se décharger sur les partenaires privés dans un cadre formel pour exécuter un certain nombre de travaux. Ça permet à l'État aussi, compte tenu de ses difficultés financières, de pouvoir donner des projets, l'exécution d'un certain nombre de projets à des agents privés ou à des ONG si on veut. C'est aussi une façon pour le citoyen que nous sommes de pouvoir nous dire que nous participons effectivement au développement de notre pays, au développement de notre localité. Parce que tout cela se fait, on l'a dit, lorsque vous voyez une ONG dans une localité, c'est que quelque part, cette ONG a un lien particulier avec cette localité-là. Donc ça donne l'impression aussi, ou en tout cas ça donne le sentiment à cette ONG de pouvoir participer de façon efficace et de façon participative au développement de son pays. Donc les moyens financiers, la lourdeur administrative, les priorités de l'État et aussi le sentiment nationaliste, le sentiment d'appartenance à une localité fait qu'aujourd'hui il y a énormément d'avantages que nous pouvons tirer de ce type de partenariat. Docteur Tunkara, les populations bénéficient-elles de ce partenariat public-privé au niveau local? Oui, un défi de difficulté énuméré ça et là, on ne peut pas comme nier cela. Certes, les structures privées font que beaucoup de populations, notamment du monde rural, arrivent à satisfaire certaines demandes sociales, notamment celles liées à l'éducation, celles liées à l'accès à l'eau potable. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque j'ai évoqué cette possible substitution de ces structures privées aux fonctions régaliennes d'un État souverain, c'est une évidence quand vous allez, je ne vais pas citer des structures ici, mais quand vous allez dans la région de Mopti, même dans la région de Gao, jusqu'à Kidal, vous allez vous rendre compte que disent les populations. Elles vous diront qu'en tant que chercheurs, pendant la crise, l'État nous a laissés dans la merde, entre guillemets. Ce sont ces structures privées qui nous ont permis de vivre. Ce sont ces structures privées qui nous donnent à manger. Ce sont ces structures privées qui nous assurent l'électricité. Vous voyez, à telle enseigne que finalement, le retour de l'État devient très hypothéqué. Donc c'est pour vous dire que, certes, les ONG continuent à contribuer de façon tout à fait nette dans le processus de développement. Notamment, vous avez évoqué les cas de l'ingénierie locale, ça encourage aussi cet esprit du partenariat, on ne peut pas le nier non plus. Mais reconnaissons aussi qu'il y a vraiment des difficultés sérieuses qui font que aujourd'hui, cette présence massive et prolongée des ONG dans des zones surtout en conflit fait que l'État central éprouve toutes les difficultés à asseoir sa légitimité. Vous allez, toutes ces localités de Boni, de Haïré, de Mondoro, les populations tiennent le même discours. L'État est défaillant, l'État n'arrive pas à nous apporter de l'eau, l'État n'arrive pas à éduquer nos enfants, l'État n'arrive pas à nous réaliser des infrastructures sanitaires. Donc vous comprendrez aisément que les structures privées, elles doivent intervenir, mais sous la houlette de l'État. Mais si l'étiquette État n'est pas clairement visible, ça peut donner cette impression de conduire l'État à des dérives tout à fait catastrophiques. D'où la crédibilité. Oui, voilà. Je voulais simplement attirer l'attention du docteur sur deux choses. La première, c'est que nous sommes dans un système de décentralisation. C'est nous qui avons impulsé cette dynamique, cette nouvelle forme de gouvernance-là. Donc, la décentralisation aussi, elle n'est pas que institutionnelle, elle est aussi économique. Donc, avec le système de partenariat public-privé, c'est de donner la possibilité aussi aux entreprises locales, à l'ingénierie locale, comme il le disait, de pouvoir bénéficier des... Quand il s'agit, par exemple, de faire un petit pont entre deux villages ou de faire, par exemple, des puits, des forages, lorsqu'il y a une entreprise locale sur place,
donner la possibilité à cette entreprise locale, c'est cela aussi le partenariat public-privé. Donc l'État, en quelque sorte, il faut même travailler à ce que le rôle de l'État puisse être réduit à suffisance pour justement permettre aux populations elles-mêmes de prendre en main leur destinée. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est effectivement le transfert de ressources. C'est qu'il y a des infrastructures que l'État doit financer, comme dans le cas de l'éducation, des fonctions régaliennes, l'éducation, la santé et tout le reste. Maintenant, c'est à l'État de procéder maintenant au transfert des ressources vers ces localités-là. Et deuxième chose également qui est importante à mon avis, c'est une chose est la livraison de l'infrastructure et l'autre est la gestion également de cette infrastructure. Et c'est là où les populations locales ont véritablement un rôle important à jouer. Donc, même si l'État se substitue aux populations ou à la collectivité en termes d'infrastructure, la gestion revient toujours à la communauté locale qui, à elle seule, peut mettre en place les mécanismes idoines. C'est du Togola. Y a-t-il des exemples de cas de réussite du partenariat public-privé, notamment dans votre localité? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes aujourd'hui en train de... il n'y a pas plus de 2 semaines seulement qu'il y a 2 ONG. L'ONG CADJ, je crois que c'est une cellule d'appui pour le développement de la jeunesse, appuyée aussi par Diaconia, qui a fait, les 2 ONG ont fait aujourd'hui qu'ils ont poussé la mine d'or de Morila pour l'autonomisation des femmes à aller vers la réalisation des jardins. Les jardins existaient avec la commune. Mais aujourd'hui, on n'était pas en train de suivre. Donc, ces 2 ONG ont fait aujourd'hui que la mine d'or de Morila a beaucoup plus investi dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, vous allez comprendre que souvent, comme monsieur l'a dit, il y a souvent la communauté voit tellement les ONG que souvent, le nom Bamara même c'est quoi? Bagne Manga chez nous. Donc, souvent, ils ne voient pas l'État. Mais l'État est perceptible seulement dans le niveau de la commune par la présence du sous-préfet, qui aujourd'hui est un garant. Lui, il est là, le partenaire est là, c'est la représentation de l'État qui est là, qui est le garant. Donc, la communauté, à tout point de vue, a besoin des ONG. Les ONG aussi savent qu'il faut aller là, le besoin est là. D'abord, il faut faire cette approche, il faut aller vers et comprendre ce qui se passe. Alors, donc, tout de suite, vous réussissez s'il y a un suivi. Parce que comme je l'ai dit déjà, il y avait des jardins chez nous, mais les suivis n'étaient pas là. 2 ou 3 ans avec les jardins potagers qui ne réussissent pas parce que la volonté est peut-être avec les élus, mais il n'y a pas l'argent. Donc il y a une question de complémentarité de compétences. Donc aujourd'hui, à notre niveau, tout ce qui s'est réalisé chez nous, au point de vue école, au point de vue santé, au point de vue agriculture, il y a la présence effective des ONG, des partenaires privés, c'est là. Et ces résultats sont-ils salués par les populations? On a commencé à voir, je vais prendre le cas de l'implantation d'une radio chez nous avec l'ONG CRAD, la radio communautaire de Sansoka. Elle existe, c'est une radio qui a donné. C'est un partenariat tripartite, la mine d'or de Morila, l'USAID et la mairie. Ça a reçu, et c'est le promoteur de cette affaire, c'est l'ONG CRAD aussi. Ça a reçu. Ça a reçu au point de vue, même aujourd'hui avec les femmes, il y a beaucoup d'autres demandes qu'on a reçues avec le partenariat privé. Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a lieu de construire ces infrastructures, il y a des projets qui viennent, on voit des hôpitaux, on voit des écoles, mais après le résultat, est-ce qu'il est visible? Est-ce que la population bénéficie réellement de ces projets? Bon, mais quand on construit une école déjà, forcément la population va bénéficier. Parce qu'il y a l'école, il y a les enfants, il y a la gestion, elle est bien faite. La gestion, une gestion, elle n'est jamais toujours bien faite. Non, il y a ça, c'est le problème. Mais nous, quand même, à notre niveau, il y a toujours des structures de contrôle. Et ça, c'est pour la commune, bien sûr. Ok. Monsieur Zeyounou Kadri Abdoul, vous êtes directeur d'une ONG. Aujourd'hui, quels sont les domaines prioritaires dans lesquels les ONG évoluent rapidement? Bon, les ONG évoluent dans des secteurs multiformes. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la gouvernance, il y a l'agriculture, et il y a les opportunités économiques, etc., etc. Donc je pense que chaque ONG, en fonction de ses compétences, en fonction de son champ d'action,
peut évoluer dans une ou deux ou trois composantes essentielles. Mais moi, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que les ONG constituent une difficulté, même au nord, pour la présence physique de l'État. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. J'insiste dessus. Nous ne sommes pas un ombrage à l'État. Et le plus mauvais État, quel que soit le niveau d'appréciation qu'on peut faire de l'État, je crois qu'il est mieux par rapport à son absence. Je crois que c'est ce qui se développe aujourd'hui au Nord. Tous ceux qui ont connu le Nord, tous ceux qui ont travaillé dans le Nord, savent que l'État est indispensable. L'État est indispensable. D'abord, et maintenant par rapport aux actions, c'est parce qu'il y a des déficits. Par exemple, vous prenez le problème de l'eau, vous prenez le problème de l'éducation, vous prenez le problème de la santé, dans lesquels la plupart des ONG interviennent, mais ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. Il y a un déficit en éducation de notre indépendance à maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès, il y a des progrès. C'est parce qu'il y a des insuffisances, c'est parce qu'il y a des déficits que les ONG arrivent à avoir des créneaux dans des thématiques pour s'insérer et accepter par l'État, et accepter aussi surtout par les communautés. Donc je crois que c'est extrêmement important. Les exemples, je vois que Sidou en avait cité. Je prends l'exemple par exemple de sa commune où nous intervenons. Au moment où on intervenait par exemple à Sanso, en 1997, il sait le nombre d'écoles qui existaient. Avec l'impulsion et avec le financement de l'USAID et avec d'autres ONG nationales, nous avons pu créer près de 85 écoles dans la localité, ce qui a permis de favoriser l'accès des enfants à l'éducation et ce qui a aussi permis de réduire les inégalités sociales. Parce qu'il y a aussi les inégalités sociales, la demande sociale de développement. C'est très important. Aller vers les couches les plus défavorisées, aller vers les plus pauvres, etc., pour que leurs enfants puissent avoir accès à l'éducation. Et aujourd'hui, certains d'entre eux en ont terminé, etc. Le partenariat public-privé, par exemple, qu'on a développé à Sanso, s'articule au niveau des actions qui sont menés par la mine de Morila SA. Il y a eu énormément de petits problèmes, etc., par rapport aux redevances, par rapport à leur utilisation, par rapport à la gestion. Et je crois que tous les collègues en ont parlé. Bon, mauvaise gestion. Justement, il y a certaines ONG qui sont accusées de mal gérer les fonds. Non, bon, dans tous les cas, je crois que dans le cadre du partenariat public-privé, ce qu'on a développé à Sanso, il appartient à la communauté. Je crois qu'il y a un représentant de la communauté à Sava pour savoir si ça a été mal géré ou pas. Mais si on vous cite les exemples, c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas eu de mal géré. Encore une fois de plus, j'ai dit souvent, on accuse. Mais quand vous dites qu'il y a un représentant de la communauté, je signale qu'il y a certaines populations qui accusent les maires également de. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais simplement vous citer quelques cas qui sont là. Par exemple, vous prenez le partenariat public-privé à Sanso, par exemple. Il y a une mine d'or, l'exploitation de la mine de Morila à Sanso qui est là. Et il y a des ressources qui sont générées. Donc, c'est vrai qu'on intervenait, on était déjà dans la commune avant ça, mais c'est suite à ces petits conflits, à ces problèmes de gestion, à ces problèmes de confiance mutuelle entre les communautés, la mine et la commune qu'on est arrivé. Avec l'impulsion de l'USAID, je crois que ce partenariat a vu le jour. Et comme il a dit, il y a une radio communautaire qui est créée dans ce sens, Sanso Kunkan, qui existe actuellement. Vous avez parlé de l'avantage. L'avantage, c'est que le partenariat public-privé, quand il est bien géré, il est axé essentiellement sur l'obligation de gestion, l'obligation d'obtention de résultats. Obligatoirement, il faut avoir les résultats. Il y a les Nous jeunes allons qui parler sont là, de ça tout de suite. On va observer juste une petite pause et revenir. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Comment réussir un partenariat public-privé au bénéfice de la population? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Abdoul Kadri Zeynou, directeur de l'ONG CRAD, Seydou Togola, premier adjoint au maire de Sanso, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste et directeur du Centre de recherche action politique, économique et sociale CRAPES, et Dr Ali Tunkara, sociologue. Ce soir, nous parlons de comment réussir, bien sûr, un partenariat public-privé au bénéfice de la population. Alors, Dr
Tunkara, comment il faut faire pour réussir un partenariat public-privé? Bon, concrètement, il faut un partenariat qui ne va pas inscrire les populations dans l'assistanat. Si vous regardez les différentes localités dans lesquelles les différentes structures privées interviennent, nous avons quand même une lecture d'assistanat qui est vraiment livrée. Ce sont des populations finalement qui ne comptent que sur l'aide étrangère ou en tout cas qui ne comptent que sur l'aide d'autrui. À tel enseigne que, je vais taire le nom de la localité, on a apporté de nourriture à une population, à un village. Les bénéficiaires eux-mêmes ont demandé à ce qu'ils soient payés pour décharger. Donc, vous conviendrez à combien, finalement, si l'aide n'est pas utilisée à bon escient, ça peut justement amener les gens à s'inscrire dans l'assistanat. Mais dans le même temps, ce qui est important à ce niveau aussi, et à force d'utiliser les privés, on peut même aussi contribuer à encourager l'économie criminelle. Je prends des exemples beaucoup plus précis. En parlant de la région de Gao, dont le directeur de l'ONG est originaire, j'ai été témoin d'un cas au mois d'octobre passé où il fallait passer par une structure privée pour pouvoir se rendre dans certaines localités, notamment à Al-Mustraf, même à Ansongo. Sans quoi, si vous passez par notre moyen logistique, sans passer par ces structures qui sont en connivence avec les groupes armés. Donc vous voyez que finalement, on ne peut pas nier que le fait que les structures privées sont parvenues à se substituer à l'État et ont même mis l'État en difficulté. Donc il est bien qu'il y ait ces partenariats, mais un partenariat réfléchi, un partenariat très exigeant, et notamment le pouvoir central à cette exigence, à cette redevabilité vis-à-vis de ces acteurs. Quelles doivent être ces réflexions et ces exigences? Ces réflexions, il faut d'abord s'attaquer à cette fameuse question de la corruption. Les agents qui représentent l'État, ce sont ces agents qui constituent des vraies difficultés vis-à-vis des populations. Les policiers qui sont dans ces différentes localités, notamment la justice, le fait qu'elle rend la justice à géométrie variable, là ça fait que finalement tout passe. Même des entreprises criminelles sont légitimées parce qu'elles détiennent le pouvoir financier. Donc finalement, l'État a intérêt d'aller vite dans un vrai... Il faut que l'État engage un vrai combat, moi je dirais, vraiment un vrai combat, pas de la rhétorique. Lequel combat a pour nom la lutte contre la corruption, lequel combat a pour nom de rendre la justice de façon équitable, lequel combat a pour nom les fonctions régaliennes sont clairement justement remplies, mais dans le même temps qu'il y ait aussi cette redevabilité. On ne va pas quand même confier un mandat à un acteur sans qu'il y ait de compte à rendre aux bénéficiaires. Beaucoup d'ONG, beaucoup de représentants de l'État, justement, évoluent sans aucun compte à rendre. Donc la lisibilité, la redevabilité, j'allais dire, et surtout un mécanisme de contrôle régulier et irrévocable vis-à-vis de ces structures qui interviennent au bénéfice des populations. Monsieur Togola, quelles sont vos attentes pour de meilleurs résultats par rapport au partenariat public-privé? Le partenariat aujourd'hui demande une sensibilisation. Et je vais vous prendre un cas précis chez moi. Toujours, c'est chez moi que je prends le cas. Il y a aujourd'hui l'adduction d'eau chez moi à Sansou. Nous avons fait en sorte aujourd'hui qu'on a fait monter un château à coût de 300 millions. 300 millions, il s'agit de donner l'eau saine. Il y avait l'eau, mais l'eau propre. Alors, vous comprendrez que la population pense que la mine d'or de Morla a donné de l'eau et la commune est en train de vendre et les maires sont en train de vendre. Ils sont pas. Est-ce le cas ou pas? Si vous pensez qu'aujourd'hui au Mali, au monde, il y a de l'eau sans un sou, non. De grâce. Il s'agit, je vais vous prendre le cas précis. 20 litres d'eau à 10 francs CFA. Est-ce que c'est vendre? Alors, donc si on ne met pas la sensibilisation dans la participation, même pas des ONG seulement, les partenaires, ce n'est pas que des ONG, les entreprises, c'est-à-dire les privés qui sont là, leur comportement, on ne met pas la sensibilisation autour, ça ne porte pas fruit. Donc, tout tient à la sensibilisation. Mais selon vous, qui doit jouer ce rôle de sensibilisation? L'ensemble, l'ONG ou l'entreprise qui vient, il ne faudrait jamais qu'ils viennent avec certaines idées. La communauté, c'est les représentants de la communauté, les élus que nous sommes. Nous sommes déjà, parce que c'est nous qui acceptons, c'est nous qui recevons les ONG. Donc, à prime abord, l'ensemble doit aller vers la communauté, leur faire comprendre qu'est-ce qu'on est en train de réussir. Sinon, souvent,
comme il a bien dit, chez moi, à Mourla, c'est la même chose. Est-ce que ce rôle ne relève pas des mairies, par exemple, qui connaissent les communautés, qui savent comment mieux les convaincre, les sensibiliser? Tout à fait. Je le dis, et je n'ai pas dit seulement les ONG, j'ai dit les élus, et même l'administration en place. Aujourd'hui, souvent, on a confiance, contrairement à ce que si le sous-préfet de chez nous dit aujourd'hui, l'eau, ça se vend, ça se comprendra. Mais souvent, on pense que les élus sont en train aussi de faire une certaine situation, faire des jeux dans la vente de l'eau. À quoi ça sert? Donc, c'est une question de sensibilisation, d'information et de suivi. Donc, les ONG ne peuvent réussir que par ça. D'abord, ils viennent, les privés, ils viennent parce qu'ils savent que le besoin est là. Comme il a dit, si le besoin n'est pas, ils ne viennent pas. Si l'État n'a pas laissé le vide, ça ne peut pas réussir. Le besoin est là, donc il faut sensibiliser avant qu'ils viennent, et après, et pendant. Donc c'est ça, c'est une question de sensibilisation. Abdoul Kadri Zeynou, le maire vient de dire qu'il y a un déficit de communication par rapport aux projets qui sont réalisés. Est-ce que vous avez des plans de communication? Ah oui, il y a des plans de communication. Moi, je ne sais pas si il a parlé de façon générale, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des défis de communication entre nous. Mais il peut y avoir des déficits de communication, ça c'est sûr, parce que la communication, elle est extrêmement importante, elle est transversale. Mais les outils de communication que nous menons, c'est d'abord, je crois que vous avez parlé d'extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est pour mener des actions de partenariat public-privé, il faut se mettre d'accord sur un paquet minimum d'actions qui constituent des actions prioritaires, des actions soutenables entre les différents acteurs. Je crois que c'est extrêmement important parce que c'est sur ça qu'on va être évalué et sur ça que les résultats vont porter. La communication, c'est d'abord se mettre ce tout en place. La communication, c'est que chaque fois que nous terminons une phase pour aller de l'avant, il faut évaluer ce que l'action antérieure et avoir les perceptions des uns et des autres en place. Et la communication, c'est quoi? À travers les organes de presse de communautés, des communautés, par exemple, communautaires de proximité, les actions les radios communautaires de proximité. Il faut sensibiliser, il faut donner l'information, il faut évaluer. Ce qui a marché, il faut le mettre en exergue, il faut faire la promotion de la lisibilité. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des lancements de projets, des rencontres pour faire le bilan? Oui, j'arrive. Les populations sont les principales. Non, j'arrive. J'ai dit, mais ce qui est beaucoup plus important au-dessus de la communication, c'est qu'il faut mettre en place des organes communautaires. Par exemple, ce qu'il a dit, moi, je ne pense pas que ça n'engage que moi. Moi, je ne pense pas quand même que le rôle d'une mairie, c'est d'aller vendre de l'eau. Je pense que quand on construit un château, une structure d'adduction d'eau, il faut mettre en place une structure communautaire. Ça peut être un GIE, ça peut être une association, etc., de femmes, de jeunes, et pour gérer d'abord, pour assurer la pérennité à long terme. Parce que l'ONG ou l'État ou un partenaire financier quelconque peut mettre en place une bonne structure à coût de centaines de millions. Mais ce qui est regrettable dans nos pays, c'est qu'après 6 mois, 1 an de fonctionnalité, ça tombe en panne. Ça tombe en panne parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi par rapport à la soutenabilité, par rapport à la pérennisation. Et je pense que ceux qui doivent assurer la soutenabilité et la pérennisation, c'est les communautés elles-mêmes. Mettre en place un organe. C'est les communautés qui disent, nous avons confiance à Togola, nous avons confiance à XYZ, on met en place un GIE ou une association en place. Et je crois que mettre en place aussi, la communauté doit jouer un rôle extrêmement important dans la fixation des prix, par exemple, liés à l'eau, etc. etc. Je crois que c'est important par rapport à ces choses-là. Comment peut-on mieux réussir ce partenariat public-privé au Mali? Je voulais d'abord, à l'intention des ONG, elles n'ont d'autre fonction que de pouvoir collecter les fonds de gauche à droite pour faire face à une demande sociale qui existe. Donc il ne faudrait pas surestimer leur capacité aussi sur le terrain. Et ce n'est pas que les ONG également qui interviennent dans le cadre du partenariat public-privé. C'est extrêmement important de le dire. Comment le réussir? Je l'ai dit, aujourd'hui, moi je vois le côté satisfaction des besoins des populations, mais aussi développement économique.
en ce sens que lorsque il s'agit de construire par exemple des infrastructures pour une localité, il faudrait faire en sorte que les acteurs économiques qui sont sur place puissent être ceux-là qui bénéficient du projet. Et donc ça participe également au développement du secteur privé de cette localité. Donc deuxième phase également, j'entends bien lorsqu'on dit qu'il faut des structures de gestion des infrastructures qui existent, mais encore faudrait-il que les populations puissent être formées en cela. Le simple fait de donner, lorsqu'une ONG accorde par exemple des financements pour l'aménagement de zones maraîchères, il faut également que ces femmes qui sont chargées de la gestion de ces zones-là puissent être des bénéficiaires, mais surtout gérer elles-mêmes les fruits de cela. Ils n'ont pas accès aux comptabilités, ils n'ont pas accès aux outils de gestion de base. Ça donne également plus de crédibilité à ces actions. Merci. Comment réussir un partenariat public-privé au bénéfice de la population? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Abdulkader Zeynou, directeur de l'ONG CRAD, Seydou Togola, premier adjoint au maire de Sanso, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste et directeur du CRAPES, et Dr Ali Tunkara, sociologue. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde Nouhoum Djiré, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.